Cette journée d'études, elle est à l'initiative de Charlotte Fouché-Zarmagnan et je tiens à la remercier très chaleureusement d'avoir à la fois évidemment initié cette journée, d'avoir pensé d'y associer Raphaël Martin-Pigalle, qui est conservatrice ici en charge des peintures après 1890, et toutes deux ont donc monté cette journée et pensé l'organiser au Petit Palais. Je m'en réjouis d'autant plus que, je voudrais le rappeler ici, je pense que la question de la recherche au musée est absolument essentielle. Vous le savez peut-être, le Petit Palais fait partie des 14 musées de la ville de Paris réunis au sein d'un établissement public Paris Musée. Et nous sommes très fiers de dire que dans notre contrat de performance figure la question de la recherche au musée. Elle prend différentes formes, plus ou moins visibles, et le fait d'associer aujourd'hui au musée d'autres institutions de recherche davantage identifiées pour la recherche à l'évidence, le CRAL, je remercie sa directrice d'être là et de nous avoir accompagnés généreusement pour différentes raisons, mais je lui laisserai expliquer quel a été le rôle du CRAL, associé au Petit Palais, le HESS, l'école du Louvre et différentes universités parisiennes, marseillaises ou d'autres, revêt pour moi un sens très fort. C'est un croisement de public, c'est un croisement aussi d'approches disciplinaires, et je pense que ça ne peut être fructueux que pour tous et pour les différentes institutions, et en particulier pour les musées et pour l'ensemble de mes collègues à la conservation et au-delà. Donc pour moi c'est extrêmement important. Je vous le dis, donc on serait ravis de coproduire ou d'accueillir d'autres types de journées d'études qui font évidemment sens avec le musée, avec ses collections et avec sa programmation. Et c'est le cas aujourd'hui, parce que cette journée d'études vient résonner avec une nouvelle saison au Petit Palais et un tournant dans l'histoire de la programmation du Petit Palais que je souhaitais et dont je me réjouis, sur la mise en lumière des métiers d'art, du savoir-faire, de l'excellence française, à la fois depuis lundi avec l'ouverture de l'exposition Dessins de bijoux, secrets de la création. Je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, d'aller la découvrir. Cette exposition, elle est importante à deux titres, parce que d'abord, par rapport à ce qui va nous occuper aujourd'hui, elle met en scène tout le processus créatif du bijou par le dessin. Et ça, c'est une approche originale. Ce n'est pas la première fois, mais elle s'inscrit justement dans une actualité de la recherche, parallèle à celle sur le textile. C'est important aussi de le dire. Je pense que ce sont de nouvelles, pas de nouvelles disciplines, mais un nouvel élan dans ce genre. Par ailleurs, processus créatif du bijou par le dessin, grâce à la célébration de notre propre fonds. On a un cabinet d'art graphique extrêmement riche et on souhaite, et je souhaite, donner rendez-vous à notre public chaque année de manière régulière désormais pour en découvrir ces trésors, tantôt pour raconter, comme on l'a fait dans Trésor en noir et blanc, l'histoire de l'estampe et de la constitution de nos collections, tantôt, et là c'est le cas, plonger dans un volet méconnu et très riche, et cette fois-ci de notre collection de dessins de bijoux, plus de 7000 feuilles, présentées ici à partir d'une sélection de 250 feuilles de dessins de bijoux, qui met en scène qu'est-ce que c'est que la haute joaillerie pendant 100 ans, de Napoléon III jusqu'aux années 20-30, Art Nouveau, Art Déco. Je vous précise du reste qu'il faut revenir demain au Petit Palais, parce que dans le cadre de cette exposition et la semaine des métiers d'art, nous vous proposons avec les étudiants de la Haute École de la Joaillerie une démonstration de gouaché. On les a déjà vus le jour du vernissage de l'exposition et c'est absolument fabuleux. Elles dessinent, il et elle, dessinent devant vous et vous expliquent leur pratique. Dessins de bijoux d'une part, mais dans moins d'un mois maintenant, nous ouvrons une deuxième exposition qui parfait cette saison mode au Petit Palais et ce tournant, puisqu'on va célébrer la maison de couture Wörth et l'invention de la haute couture sur 3 générations, depuis le Charles Frédéric et ensuite ses 2 héritiers.
de Napoléon III à nouveau jusqu'aux années 30. Ça va être spectaculaire. C'est cette fois-ci le résultat d'une coproduction avec Galliera, le Palais Galliera, le musée de la mode de la ville de Paris. On s'en réjouit et c'est un tournant parce qu'il s'inscrit d'une part dans une continuation. On aime beaucoup et on a travaillé avec le Palais Galliera et notamment avec Sophie Grossior qui est co-commissaire de l'exposition Wörth avec Raphaël, Martin Pigalle et Marine Kiesel. Et nous avions, peut-être vous l'aviez vu, collaboré et montré ces dialogues déjà entre peinture et création textile dans le cadre de l'exposition Boldini, ou davantage encore avec l'exposition Paris de la modernité. Mais cette fois-ci, c'est l'inverse. C'est vraiment la mode et je dis toujours 400 silhouettes, mais on aura 400 œuvres dans Wörth et 80 silhouettes, certaines grandioses, plus de 5 mètres, dans l'exposition Wörth. Et des contrepoints avec peinture, art graphique, art décoratif, mobilier et d'autres. Donc cela fait sens et ça nous permet, nous aussi, au Petit Palais, de s'ouvrir sur ces autres arts et de manière forte. La dernière raison pour laquelle je trouve que cette journée d'études devait se faire ici et a vraiment sens, c'est que le rôle des femmes chez nous a fait aussi l'objet d'une recherche et de recherche. On a un groupe de travail sur les femmes à Paris Musée et nous allons placer l'année prochaine, ça me tient à cœur, le Petit Palais sous le signe de la femme avec une série d'expositions, notamment celle consacrée à Eva González, la dernière femme impressionniste et la seule élève de Manet qui n'a jamais fait l'objet d'une exposition. On invitera dans le cadre de nos cartes blanches d'art contemporain Prune Nourrie au même moment. Mais nous souhaitons aussi célébrer les femmes d'autres manières et on travaille sur un parcours dans nos collections, parcours de collection permanente, pour célébrer non seulement les femmes artistes, mais les femmes en tant que muses, modèles, objets de sujets de nos fresques et également, ce qui est moins connu, les femmes en tant que donatrices. Et par exemple, l'extraordinaire collection de Courbet qui est présentée au Petit Palais, plus d'une dizaine d'œuvres, est le résultat de la sœur de Courbet, Juliette Courbet, qui est donc l'une de nos héroïnes au Petit Palais. Pour toutes ces raisons, je pense que cette journée d'études fait vraiment sens au Petit Palais. Je me réjouis donc de pouvoir l'accueillir. Je voudrais remercier aussi, au-delà donc des deux co-organisatrices de la journée d'études, Tiffaine Samoyo pour nous accompagner avec le CRAL, mais également les modérateurs. Alors on a la chance d'avoir un homme dans l'auditoire, Rémi Labrousse. Merci beaucoup d'avoir accepté de modérer l'une de ces séances. Rossella Froissart également et Aziza Grill-Mariotte pour modérer les différentes séances de cette journée. Évidemment, toutes les intervenantes de la journée pour les différentes séances et la table ronde qui va clore la journée. Cette journée, elle n'aurait pu être possible sans le généreux soutien de Madame Smalto qui nous accompagne pour notre programmation événementielle et culturelle en lien avec nos expositions. Elle va venir conclure cette journée. C'est donc à la fois notre mécène, mais également une personne clé pour défendre les créations textiles d'aujourd'hui. Elle a créé un prix, le prix de l'atelier, elle vous en parlera, qui vient justement récompenser des créations de mode. Et donc, c'est un point très essentiel pour nous au Petit Palais, parce qu'il me semble que c'est toujours important, en particulier pour un musée des Beaux-Arts, d'avoir ce pont entre le passé et le présent. Et au travers de ce jury et de cette célébration et récompense de la création textile d'aujourd'hui, on a ce lien entre la journée de ce jour et la création d'aujourd'hui. Voilà, donc je vous remercie toutes. J'espère que les travaux seront fructueux, objet de nombreux débats. Je crois que j'ai tout dit. Voilà, merci infiniment. Bonjour à toutes et tous. Merci Annick Lemoine pour cette introduction et merci au Petit Palais pour son accueil. C'est un honneur, un plaisir aussi pour moi de dire quelques mots à mon tour en ouverture.
de cette journée donc consacrée à l'actualité de la recherche en histoire de l'art sur le textile et intitulée « Des femmes et du fil ». Alors c'est un sujet qui m'est cher à titre personnel. Je m'en suis expliquée dans un ou deux textes et même récemment dans un colloque intitulé « Les savoir-faire de la mode » qui avait été organisé par Émilie Amen, qui va parler cet après-midi, et Ariane Fento, et où je parlais du temps des manufactures, dont je crois qu'il va aussi être question aujourd'hui, un temps manuel que nous avons perdu, qui ne déborde plus sur le nôtre, mais que nous pouvons néanmoins étudier. C'est aussi un sujet qui s'inscrit parfaitement dans les recherches qui sont menées au Centre de recherche sur les arts et le langage, donc, qui est un centre de recherche EHESS, CNRS. Et puisque c'est au titre de la direction actuelle de ce centre que je prononce cette petite allocution, eh bien, je vais en dire quelques mots. Commençons par le fil. Rémi Labrusse, qui va présider la matinée, a consacré un article au fil noué, fil rompu dans les regards d'Occident, dans le catalogue d'une exposition sur la broderie au Maroc, dont il a assuré le co-commissariat en 2022. La journée d'études d'aujourd'hui, qui est organisée donc conjointement par le CRAL et le Petit Palais, s'inscrit aussi bien sûr dans le prolongement de l'exposition Femmes chez les Nabis, de fil en aiguille, préparée par Charlotte Fouché-Zarmagnan et qui s'est tenue au musée de Pont-Aven de juin à novembre 2024. Celle-ci dévoilait une autre facette du mouvement Nabi, facette ouverte donc à la reconnaissance du rôle qu'avaient pu y jouer les femmes, rôle souvent majeur, évidemment pas toujours considéré, dans les ateliers, l'enseignement, la théorie et la sauvegarde du textile. Ariane Sercq, qui a été très présente dans l'organisation pratique de cette journée d'études d'aujourd'hui, a aussi du fil dans sa thèse qu'elle prépare sous la direction de Charlotte, tirer des fils, tisser des liens, création, représentation et théorie du vêtement chez les artistes suédoises autour de 1900. Donc c'est dire si ce mot de fil fait nuage et nouage dans notre laboratoire. Et si nous poursuivons avec des femmes, plusieurs chercheuses y travaillent sur la place dans l'histoire de l'art, la place des femmes dans l'histoire de l'art pour que leur juste place soit aussi une place juste. Et les enjeux de genre traversent beaucoup de nos recherches, favorisant vraiment le dialogue des disciplines entre sociologie, histoire de l'art, littérature, musique, etc. Ces recherches remettent notamment en cause des discours assez homogénéisants sur les carrières féminines ou ce qu'on appelle les métiers de femmes, qui se révèlent d'une impressionnante variété. Je voudrais remercier d'autres collègues du CRAL, du Centre de recherche sur les arts et le langage, qui apportent un concours précieux à cette journée. Momoko Seto, réalisatrice, et Thomas Debeny, ingénieur du son. Salut, il est dans sa cabine là-bas, vont lui donner du rayonnement en assurant sa captation. Marion Dupuis, responsable de la communication, a assuré en lien avec l'équipe du Petit Palais le graphisme, le très beau graphisme du programme qu'on ne voit plus sur l'écran, de l'affiche et également la diffusion de l'événement. Je remercie aussi toutes celles et tous ceux qui ont travaillé en amont et jusqu'à aujourd'hui pour la tenue de la journée, qui a lieu alors que, Annick Lemoine l'a rappelé, va s'ouvrir le 7 mai une grande exposition Wörth, inventer la haute couture. Car derrière ce nom de Wörth, de Charles Frédéric Wörth, fondateur, nous dit-on, d'une maison qui incarne l'apogée du luxe parisien, il y avait certainement des femmes et du fil, beaucoup de femmes anonymes et beaucoup de fils noués. Donc merci à Charlotte Fouché-Zarmagnan, à Raphaël Martin-Pigalle d'avoir organisé cet événement scientifique. Et je souhaite à toutes et tous une belle journée et de très beaux travaux. Merci. Bonjour à tous. Merci à tous de votre présence ce matin au Petit Palais, qui se réjouit d'accueillir cette journée. Voilà, comme je vais éviter de trop nous répéter, mais c'est vrai que c'est une journée qui a pour ambition de rendre visibles les différentes pratiques des arts textiles et qui donc clôture la semaine des métiers d'art, qui a vu notamment donc l'ouverture de cette exposition Dessins de bijoux, que bien sûr on vous invite
à découvrir sous le commissariat de Clara Roca, qui est conservatrice des arts graphiques et photographies au Petit Palais, et qui donc annonce cette grande rétrospective Wörth montée en coproduction avec le Palais Galliera. C'est une journée qui, bien sûr, a fait aussi l'objet de nombreux travaux en amont. Donc, merci à tous mes collègues du Petit Palais mobilisés, notamment et particulièrement Claire, Elisa, effectivement, pour son concours au programme, Marguerite pour la valorisation. Voilà, tous les collègues parties prenantes. Bien entendu, le CRAL pour son soutien à cette journée, grâce auquel, effectivement, la journée est captée et sera retransmise sur les différents supports Internet, CRAL, Petit Palais notamment et Paris Musée. Donc merci Momoko et Thomas pour votre expertise. Et puis surtout, cette journée d'études a été initiée par Charlotte Fouché-Zarmagnan, qui est historienne de l'art, comme vous le savez, chargée de recherche au CNRS, membre du Centre de recherche sur les arts et le langage, parce qu'on parle du CRAL, mais tout le monde ne sait pas forcément quoi recoupe l'acronyme. Charlotte est titulaire d'une habilitation à diriger des recherches sur femmes, histoire, création, représentation, transmission. Et ses travaux portent sur les femmes, artistes, modèles, critiques d'art, historiennes de l'art, conservatrices de musées, théoriciennes, dans les mondes de l'art du XVIIIe au XXe siècle. On avait déjà eu l'occasion de travailler il y a près d'une dizaine d'années ensemble sur une autre journée d'études, toujours autour de la question des femmes artistes et la question de la parentèle, cette fois, à Poitiers. Et donc je me réjouis, Charlotte, merci de m'avoir sollicité il y a 1 an pour l'organisation de cette journée. Journée donc qui fait écho aussi en amont à cette exposition des femmes autour des femmes navies, pour laquelle tu as été commissaire au musée de Pont-Aven l'année dernière. Et donc on aura l'occasion de revenir sur cet événement cet après-midi, notamment, et merci à Sophie Carvran, directrice du musée de Pont-Aven, de venir nous parler de cette actualité et de ce retour justement sur cette exposition. Au-delà de cette dernière exposition, cette journée ponctue une saison riche dans les institutions muséales et parisiennes en particulier, autour des figures de la mode comme des arts textiles en général, avec notamment Du cœur à la main, exposition tout juste achevée au Grand Palais et qui célébrait les savoir-faire de la maison Dolce & Gabbana, mais aussi Louvre Couture, au musée du Louvre, qui accueille pour la première fois de son histoire une exposition entièrement consacrée à la mode. Au fil de l'or, exposition brillante du musée du Quai Branly, le nouveau volet de la mode en mouvement au Palais Galliera, qui est donc coproducteur de l'exposition Wörth annoncée le mois prochain, et l'exposition du musée de l'homme original consacrée au wax, tissu coloré emblématique des tenues africaines. L'événement Poiret, qui est annoncé pareillement au musée des arts décoratifs et sur lequel nous reviendrons pareillement cet après-midi. Donc on le voit, les événements sont très nombreux et cette journée s'imposait autour de cette question justement des femmes, certes, et du fil. Enfin, comme l'a dit Annick Lemoine, cette journée est consacrée aux travaux du fil, mais aussi à la figure de la femme, s'inscrit dans les réflexions actuellement menées au sein de Paris Musée, et donc de ces 14 institutions, qui mènent cette réflexion autour de la présence féminine au sein des collections et de ces institutions, on l'a dit, au travers des femmes artistes, femmes représentées, mais particulièrement au Petit Palais, femmes mécènes ou donatrices. Et donc, comme l'a rappelé Annick, merci à la Fondation Signature et à Madame Smalto pour son soutien renouvelé à notre programmation culturelle. Et merci à vous de votre présence et bonne journée. Alors, à mon tour de remercier l'équipe du Petit Palais, je ne vais pas citer tous les noms, et l'équipe du CRAL qui nous a aidés dans l'organisation de cette journée. Je suis très heureuse de la tenue de cette journée. Au moment où j'achevais la préparation de l'exposition Femmes chez les Nabis, de fil en aiguille, qui a eu lieu cet été donc, au musée de Pont-Aven, et dans laquelle les arts décoratifs, notamment des broderies et tapisseries, étaient au cœur du parcours, j'inscrivais ma première doctorante à l'EHESS, Ariane Serck, ici présente, qui commençait une thèse sur le vêtement chez les artistes suédoises autour de 1900. Ces réflexions menées conjointement, à la fois dans le cadre de cette exposition et de cet accompagnement doctoral, m'ont donné l'envie d'approfondir ce que j'avais déjà pu entrevoir, la richesse d'un champ de recherche, le textile, en pleine expansion dans ma discipline, l'histoire de l'art, et qui n'est pas toujours reconnu, de mon point de vue, à sa juste valeur. L'idée de porter l'attention sur une jeune recherche très active sur ces questions a germé.
Et c'est vers Raphaël Martin Pigalle, que je sais alerte depuis longtemps sur les problématiques féministes lorsqu'elle était à Poitiers, avant d'arriver au Petit Palais, que je me suis tournée pour discuter ensemble de ce projet de journée d'études. Le Petit Palais avait aussi été un prêteur clé pour l'exposition de Pont-Aven, notamment pour le prêt des parcs ou la tapisserie de Paul Sérusier, qui fut choisi à la fois comme affiche et comme couverture du catalogue. Le dialogue se noua rapidement, d'autant que Raphaël me précisa qu'elle était en pleine élaboration d'une exposition sur le couturier Wörth et que le Petit Palais, avec l'accrochage donc dessins de bijoux, participait à la semaine des métiers d'art. De fil en aiguille, les choses se mirent en place assez facilement. Nous nous sommes alliés pour circonscrire les périmètres d'une manifestation permettant de lier l'actualité artistique à des recherches universitaires menées en parallèle. Car, autant l'affirmer d'emblée, cette journée veut tisser des liens entre ces deux histoires de l'art, l'une menée à l'université, l'autre dans les musées, afin de montrer que ces entrelacements de nos perceptions, nos pratiques, nos rapports à l'objet ont tout à gagner s'ils sont regardés et réfléchis ensemble. En cohérence avec le cadre de nos expositions respectives, l'une passée, l'autre à venir dans quelques semaines, nous avons choisi de maintenir la France comme ancrage géographique et de nous intéresser à la période 1880-1950, déterminante pour notre propos puisqu'elle témoigne encore de savoir-faire, de techniques et de pratiques ancestrales pas encore totalement contaminées par l'industrialisation grandissante ni sanctuarisées comme œuvres d'art. Cette période permet l'activation de tensions nombreuses et parlantes entre l'artisanat et l'art, le manuel et l'industriel, le corps et la machine, l'art et le travail, l'amatrice et la professionnelle, l'artiste et l'ouvrière, l'œuvre et l'ouvrage, les petites mains et la signature, la production et la reproduction. Le curseur de cette journée d'études a volontairement été placé sur le travail des femmes, celui sans lequel rien ne serait sans doute possible, et aussi déterminé à partir d'un constat simple. Qui sont ces populations qui agissent en coulisses pour fabriquer et valoriser ces pièces textiles qui porteront très souvent la marque d'homme ? On pense à Wörth ou Poiret dans les milieux de la mode, par exemple. Le projecteur braqué sur ces travailleuses de l'ombre, œuvrant, nous allons le voir, à bien des niveaux, permettait également de mettre un peu à distance des noms désormais mieux connus, ceux de Sonia Delaunay, Marie Vassiliev ou Annie Albers, pour ne citer qu'elles, qui ont participé dans ces premières décennies du XXe siècle à donner aux pièces textiles leur galon d'œuvres d'art. Ces artistes prolongèrent et consacrèrent d'une certaine manière dans les milieux de l'art ce lien originel, pour ne pas dire organique, des femmes avec le fil. Répétition, minutie, docilité, utilité, subalternité, invisibilité caractérisent avec prégnance ces travaux de dames, comme on les qualifie également. Et ces dames des 19e et 20e siècles ne sont pas sans faire écho à certaines héroïnes de la littérature épique grecque. On pense à Ariane, Pénélope, Arachné, qui incarne l'idée que la valeur d'une femme et d'une bonne épouse se mesure surtout à sa beauté, comme à son habileté à réaliser de beaux ouvrages. Ergakala, dit-on en grec. Sans parler de la vieille parque Cloto qui tisse le fil de la vie pour illustrer les destinées humaines. Se perçoit assez clairement combien le travail du fil fait s'entrelacer la création à la procréation, et d'autant plus à la fin du XIXe, où les femmes sont explicitement encouragées à occuper le champ des arts décoratifs, comme elles le sont à ne surtout pas déserter le foyer. Leur canalisation dans des registres esthétiques et techniques dédiés coïncide avec l'envie accrue de les orienter vers des métiers spécifiques qui seraient prétendument plus acceptables pour elles. En même temps, elles savent en tirer parti et produire d'autres façons de dire, d'autres façons de faire, pour reprendre l'expression de l'anthropologue Yvonne Verdier, dont l'enquête, issue d'une thèse de doctorat sur les femmes, notamment des couturières, travaillant dans le village de Minot en Bourgogne, offre un arrière-plan ethnographique fécond pour mieux éclairer dans le périmètre artistique ces enjeux d'abord liés à des savoirs et savoir-faire millénaires. Alors que la modernité gagnait la France rurale de ces années 1970, cadre chronologique de son enquête, Verdier parle à dessein d'une véritable ethnologie du sauvetage, et cela me fait penser aussi à tout le travail mené par Louise Alcan au sein du Musée national des arts et traditions populaires
où elle est en charge de la préservation du costume. Et donc, elle va réaliser des enquêtes, notamment en Savoie, auprès des femmes qui portent encore ces costumes régionaux. À ce moment-là, au moment où justement ces femmes étaient à la manœuvre pour transmettre, sauvegarder ces savoirs textiles, l'historiographie de l'art commençait concomitamment à regarder de près la place des femmes dans les champs des arts décoratifs. Il faudra traverser la Manche et aller en Angleterre, surtout, où les études les plus porteuses sont en train d'émerger, dans un contexte où les cultural studies travaillent en profondeur le monde académique, en l'amenant plus frontalement à ne pas évacuer des analyses les contextes politiques et sociaux. Ces années 1970-1980 sont très importantes pour ce qui nous concerne ici. Dès les années 1970, Auntie Callen jette le projecteur sur cette division sexuelle à l'œuvre dans les cercles des arts and crafts, pendant que Rosika Parker, qui allait quelque temps après coécrire le fameux Old Mistresses avec Griselda Pollock, écrivait dans la revue féministe Spare Rib que la place prépondérante occupée par les femmes dans les arts de la broderie fonctionnait de concert avec une dépréciation de ces arts et techniques. Alors qu'au même moment, en France, Aline Dallier terminait à Paris 8 sa thèse d'esthétique sur les activités et réalisations de femmes dans l'art contemporain, en focalisant l'attention sur les œuvres dérivées des techniques textiles traditionnelles, Parker allait aboutir en 1984 à la publication de The Subversive Stitch, dans lequel elle montrait que de pratiques féminines dévaluées, certaines artistes, portées par l'élan des mouvements de libération des femmes, avaient intégré pleinement le textile au champ de l'art. Cette même année, 1984, Isabelle Anscombe contribuait à l'entreprise de réévaluation des noms, vies et œuvres de femmes dans l'histoire de l'art, en consacrant un important ouvrage à ces créatrices qui peuplèrent les arts décoratifs dans le monde entier. À la même période, avec Adorn in Dreams, publié en 1985, et tout ça, c'est également dans une maison d'édition féministe. On voit que ça passe par ces canaux féministes avant de passer par des canaux artistiques ou d'histoire de l'art. Elizabeth Wilson posait, sans le savoir initialement, les jalons d'un vaste champ de recherche autour de la mode qui sera intrinsèquement lié aux problématiques de genre. Depuis ses premiers travaux, l'articulation entre textile et genre s'est considérablement densifiée et ne cesse encore d'ouvrir de nouvelles perspectives, pas uniquement centrées sur la production, mais également tournées vers la consommation, la transmission et la valorisation. L'actualité scientifique est dynamique sur ces enjeux. Je me permets d'ailleurs de relayer que nos collègues Rossella Froissart, qui modérera cet après-midi, et Céline Trottmann-Valeur recevront en mai et juin à l'EPHE la professeure invitée, historienne de l'art, Catherine Quinsley, qui a d'ailleurs travaillé sur les nabis, donc la boucle est bouclée, et qui interviendra sur Annie Albers, les textiles et l'avant-garde, dans le cadre de la préparation d'un ouvrage. Nous ne doutons pas que cette journée d'études organisée initialement pour mettre en lumière de nouvelles recherches en cours en histoire de l'art participe à ce mouvement plus vaste et à cette actualité scientifique. Je mets quelques événements récents connexes à notre propos. Au travers de monographies ou d'études plus collectives, d'approches historiques et d'enjeux actuels, il sera aujourd'hui question de métier, de partage dans la création, de fabrique du goût, de légitimation et de muséographie. Alors au nom du CRAL et du Petit Palais, je tiens à dire un grand merci aux intervenantes qui ont accepté cette invitation et je laisse de ce pas la parole à mon collègue du CRAL, Rémi Labrusse, expert en théorie de l'ornement et en art décoratif, qui a bien voulu modérer cette matinée. Je l'en remercie sincèrement. Rémi, c'est à toi et bonne journée à toutes et à tous. Bon, le temps passe, donc on va rentrer dans le vif du sujet. Je suis très content, merci beaucoup Charlotte, Raphaël Martin-Pigalle, Annick Lemoine d'avoir organisé ça, et de l'avoir organisé en commençant par la jeune recherche. Je trouve qu'effectivement on est sur un sujet qui est au croisement des études de genre et des études sur le textile, et qui très clairement, pour nous qui sommes des enseignants, pour moi qui suis un enseignant déjà, disons,
vers la fin de ma carrière, je vois qu'elle structure finalement l'énergie de beaucoup de jeunes chercheuses et jeunes chercheurs, et qu'elle contribue, ces deux thématiques, à la fois la place des femmes et la question du textile, sur un plan aussi bien conceptuel que matériel, elle contribue à changer tout simplement le visage de la recherche en histoire de l'art aujourd'hui. Et donc on va le voir là, précisément avec un ensemble donc de jeunes recherches, de doctorantes, de pré-doctorantes même, qui vont nous parler sous différents aspects de ces questions. En fait, Charlotte, à trois, vous m'avez beaucoup facilité la tâche, parce que le programme est d'une clarté exemplaire, puisqu'en fait on va regarder ensemble successivement ce thème-là sous 4 aspects. Un premier aspect qui est celui d'une activité, le dessin sur étoffe. Un deuxième aspect qui va être matériel, un matériau, une technique, la broderie. Un troisième aspect qui va être consacré à une figure individuelle, spécifique, Marie Cutoli. Et finalement, on finira donc par l'étude d'une structure, d'une institution qui sont les manufactures à mots à Aubusson. Voilà.